Bienvenue sur ce plateau spécial et nous parlons aujourd'hui de l'aspect financier des élections à venir en République gabonaise. Le projet de nouveau code électoral présente certaines modifications en ce qui concerne les cautions de candidature et les dépenses de campagne. Pour débattre sur ces chiffres et leurs conséquences sur les échéances à venir, je reçois ici M. Sir Pavlov Moussavou, sociologue et vice-président du parti Identité nationale. Bonjour. Merci, bonjour à vous. Et avec lui, M. Jaurès Nguema Assoumou, ancien candidat aux élections législatives. La particularité, c'est que vous étiez le plus jeune, justement, vous présenter à ces élections en 2018 et 2023. En effet. Bonjour à vous. Bonjour, très ravi d'être là. D'accord. Et donc, on va attaquer de plein pied. Je pense que vous avez l'information. On va commencer par les cautions de candidature. On parle de 30 millions de francs CFA pour la présidentielle, 1 million pour les législatives et sénatoriales et 350 000 francs pour les locales. Est-ce que, monsieur Jaurès Nguema, est-ce que vous pensez que c'est accessible à tous? Et pourquoi ce changement, selon vous? D'un point de vue analytique, je pense que le montant de ces cautions électorales sont complètement discriminatoires. D'accord. Bien évidemment, le but de déposer une caution pendant un scrutin électoral, c'est de limiter au maximum les candidatures fantaisistes. D'accord. À partir de ce moment, lors d'une élection, les candidats, en dehors des pièces justificatives qu'ils ont à déposer dans la constitution de leur dossier, paient également un montant pour la caution électorale. Mais ces cautions ne doivent pas être discriminatoires pour certaines élections, à l'exemple des élections législatives et des élections locales. L'autre chose qu'il faut noter, c'est qu'une élection politique n'est pas réservée à une classe de la société. Chaque citoyen devrait pouvoir être libre au bout d'un moment d'exprimer ses idées en prenant part à une élection politique. Mais est-ce que ce n'est pas aussi pour écarter les personnes qui ne sont pas organisées? Parce que quand je vois 30 millions de francs CFA pour la présidentielle, normalement, on est censé avoir des représentants sur tout le territoire, il y a des cotisations, un parti politique, et donc on peut atteindre potentiellement les 30 millions si on a un parti politique un tant soit peu organisé. Selon vous, est-ce que c'est pas aussi pour dire que, bon, si tu n'es pas organisé, tu ne participes pas? À partir de ce moment, je pense qu'on peut utiliser d'autres mécanismes si c'est pour une question d'organisation au niveau des élections. Il y a certaines démocraties, pour ne citer que cela, telles que la France et d'autres pays, qui procèdent à la signature pour parrainer des candidatures à une élection politique. Si la caution électorale n'est pas un élément suffisant pour pouvoir avoir le sérieux des candidatures, on pourrait également procéder au parrainage. Un candidat aux élections législatives, par exemple, pourrait déposer son dossier de candidature avec 250, 300 signatures pour valider sa candidature. Mais avoir un montant exorbitant exclurait une catégorie de... Ce que vous dites, c'est qu'en France, il n'y a pas de caution qu'on dépose au niveau de la commission électorale? Je laisserai vérifier cet élément, mais ce que je sais, c'est qu'il y a la possibilité... Ça signifie qu'il y a d'abord la caution et les signatures. Donc c'est encore plus difficile même de se présenter. Oui, bien sûr. Si c'est pour le sérieux des candidatures, on peut arriver à ce niveau-là. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de rendre les élections accessibles à une bonne partie de la population, surtout en ce qui concerne les élections législatives et locales. Pour l'élection de président de la République, on peut encore comprendre, et même là, le montant n'est pas obligé d'être aussi élevé. D'accord. Monsieur Pavlov, quel est votre avis sur l'utilité justement de cette caution et leur quantité? Ben, écoutez, je vais faire un petit détour pour nous rappeler, à nous tous qui sommes ici, également à nos téléspectateurs, que la nouvelle Constitution, dans son article 42, alinéa 2, pose, ou du moins limite le nombre de mandats présidentiels à 2 mandats. Je crois que nous sommes passés à côté d'une très belle opportunité parce que, à mon avis, il fallait également que nous puissions limiter le nombre de mandats législatifs, en ce qui concerne les députés, par exemple, et les sénateurs. Je le dis pourquoi, je suis toujours dans le même détour. Oui. Parce que ça constitue un véritable frein à ce que nous appelons, ou que je vais appeler ici, le renouvellement du personnel politique. Nous avons dans ce pays des hommes et des femmes qui occupent des sièges quasiment à vie. D'accord.
Voyez-vous, donc, il y a déjà ce Mais si on premier est frein-là. élu et si on a la Et confiance de là, la localité, maintenant, nous avons un deuxième obstacle. est-ce que avis est un problème si on est élu, par exemple, de la localité d'Antibonga Mais- et qu'on est reconnu par ses pairs comme étant quelqu'un qui défend les intérêts 30 ans, 40 ans? Je vais prendre un exemple simple. Allons-y dans le premier siège du département de Mougouti. C'est chez moi. D'accord. Nous avons un certain monsieur Alexis Boutamba-Mbina, qui est député dans cette circonscription-là depuis plus de 20 ans quasiment. D'accord. Allez voir sur le plan social, Il est toujours même comment sous la est-ce que transition? les populations vivent. Il est toujours sous la transition? Non, il n'est pas. Il est D'accord. actuellement médiateur de la République. D'accord. Voilà. Mais il fallait faire en sorte de limiter le nombre de mandats. Pourquoi? Parce qu'ils ont suffisamment de moyens pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un véritable renouvellement du personnel politique dans ces localités-là. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, je vais aller dans le même sens que M. Nguema ici, pour dire que à partir du moment où nous avons décidé de travailler avec les élites du régime déchu, il ne fallait pas à tout prix tout rejeter. Voyez-vous, je suis de ceux qui pensent qu'il fallait maintenir en termes de caution les chiffres qui étaient dans l'ancienne loi électorale, parce qu'elles étaient moins discriminatoires que celles sur lesquelles nous allons débattre aujourd'hui. D'accord. Et je viens de vérifier, justement, en France, il n'y a pas de somme qui est imposée, justement. Il y a bien des signatures par rapport aux candidatures. Les signatures, 500 signatures. On voit donc que certainement c'est pour illustrer le sérieux, surtout le territoire national français. Donc selon vous, ce serait peut-être plus équitable de procéder comme ça? Écoutez, je pense que nous sommes une jeune démocratie aujourd'hui. Prendre certaines mesures ne devrait pas se faire à la va-vite. On peut aller progressivement. D'accord. Aujourd'hui, pour répondre concrètement à la question, je crois qu'on devrait avoir des montants raisonnables pour les cautions électorales. Nous pouvons rester pour l'instant sur la procédure des cautions en limitant des montants. Moi, j'ai été candidat à une élection politique ou législative, payer 350 000 à une caution, on ne se limite pas là. Après, il y a l'organisation d'une campagne, il y a un certain nombre de dépenses qui vont avec. Lorsque vous avez une élection comme l'élection du député à l'Assemblée nationale, où le scrutin est ouvert à une partie de la population, notamment, il faut avoir 18 ans pour pouvoir accéder à l'Assemblée nationale. Oui. Un jeune de 18 ans qui rassemble d'autres jeunes autour de lui, et même d'autres couches de la société, n'est pas forcément en mesure de rassembler 1 million de francs CFA pour pouvoir participer. Justement, vous soulignez qu'on est quitté de 350 000 francs à 1 million de francs CFA. À 1 million de francs. Donc vous voyez que l'écart est quand même considérable. Selon vous, ce n'est pas bienvenu, une telle augmentation? Je pense que s'il faut revoir l'augmentation pour le sérieux des candidatures, elle ne devrait pas être autant élevée. D'accord. Monsieur Pavlov, écoutez, toujours sur l'augmentation d'abord, avant de mais nous avons une loi, un code électoral qui désormais consacre un certain nombre de quotas aux jeunes et aux femmes. 30% pour les femmes, 30% pour les jeunes. Mais quels jeunes? Qui ont la possibilité, il va falloir que nous puissions, il va falloir des fonds. Que nous puissions prendre en compte le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous vivons dans un contexte où les jeunes ont peut-être l'ambition de se lancer en politique, mais ils sont également frappés par un certain nombre du chômage, du chômage par exemple, d'accord, d'handicap sur le plan social, qui font que lorsque vous avez des montants désormais, ou du moins aussi élevés, ça devient tout de suite un obstacle. Or, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait davantage de jeunes qui se lancent en politique. Pourquoi? Parce que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde, et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Il faut qu'il y ait davantage de jeunes qui se lancent en politique, parce que le véritable enjeu ici, c'est le renouvellement du personnel politique. Ces dispositions-là font en sorte que nous puissions toujours nous retrouver dans ce que je vais appeler ici la République des fils à papa, et la République de ceux qui hier ont pillé le pays, parce que c'est eux qui ont l'argent, qui auront les moyens suffisants, pour payer les cautions, mais aussi pour donc, selon vous, financer les campagnes. Comme un entonnoir afin de pouvoir limiter... Mais ça va faire en sorte que l'ordre établi puisse être pérennisé. Or, nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un changement aussi. Et le changement passe aussi par le renouvellement des idées et des acteurs dans le domaine politique. D'accord. Il y a un élément important, toujours avec vous, M. Pavlov. On remarque qu'au niveau des sénatoriales, la caution reste inchangée.
Très bien. On a augmenté uniquement au niveau des législatives. Est-ce que ça traduirait peut-être d'une plus grande importance de la basse chambre du Parlement par rapport à la haute chambre, selon vous? Ben, je suis de ceux qui pensent que nous n'avons pas besoin d'avoir deux chambres. Il faudra supprimer une des deux. Voilà, il faut supprimer le Sénat. Je ne vois pas. Je continue de me poser la question de savoir à quoi nous sert le Sénat dans ce pays. Revenons sur le code électoral. D'accord, on pourra aborder ça dans Vous notre allez débat, comprendre qu'ils certainement. ont quasiment adopté dans les mêmes termes que le Parlement. Ils ont apporté, à quoi nous servent-ils ils ont apporté des amendements. Ils ont apporté des amendements. Lesquels? L'Assemblée nationale a validé entièrement. Écoutez, le ce Sénat sont les a apporté des amendements. propos du rapporteur. Oui, oui. Ça a quasiment été adopté en les mêmes termes. On verra le document définitif. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de véritables questionnements. Ça y est, c'est passé comme lettre à la poste. Non, nous n'avons pas besoin d'avoir les deux chambres. Je crois d'ailleurs ici, et d'ailleurs c'est un argument sur lequel je vais m'appuyer, si on a préféré majorer au niveau des législatives et garder les sénatoriales, vous comprenez tout de suite que, en termes de rôle, il y en a qui sont un peu plus importants que les autres. Cette chambre-là, à mon sens, ou à mon avis, n'a pas lieu d'exister. C'est davantage alourdir le train de vie de l'État, alors que nous avons besoin de cet argent-là pour l'investir dans d'autres secteurs. D'accord, mais monsieur Jaurès, on parle justement, monsieur Nguema, on parle du fait du remboursement. C'est-à-dire que les dépenses en question ne sont pas forcément comme un genre de... voilà, on avale, l'État qui avale l'argent, mais cet argent est censé être remboursé selon les résultats obtenus. Donc, on souligne ici que lorsqu'on a dépassé 50% au scrutin, on est remboursé à hauteur de 100%. C'est-à-dire lorsqu'on a eu au moins 50% des voix, on a un remboursement total. Et lorsqu'on a atteint 10%, moins de 10%, il n'y a pas de remboursement. Quel est votre avis dessus, monsieur? Je pense que ce dispositif est bien évidemment le bienvenu dans le cadre de l'organisation de ces élections. Mais aujourd'hui, je pense qu'avant d'arriver au point du remboursement, la problématique ici serait d'avoir une caution électorale qui représenterait une limite pour une participation massive des citoyens aux élections. On devrait supprimer donc cette caution. Aujourd'hui, cette caution devrait passer à la revue pour pouvoir favoriser la participation. Mais proposer quelque chose, est-ce qu'on devrait la baisser, la mettre à combien? Bien sûr, moi je pense qu'elle devrait rester à 350 000 par exemple. Et pour si il fallait procéder à une augmentation, on pourrait passer à 150 000 de plus, donc 500 000 pour l'élection législative, 250 000 pour les élections locales et rester entre 10 et 15 millions ou maximum 20 millions pour les élections présidentielles. Justement, on va avancer. Maintenant, on va parler du plafonnement. Du plafonnement pour les campagnes à venir. Donc, que ce soit la présidentielle ou que ce soit les législatives ou les autres. Donc, on parle de 50 millions pour les élections locales. 30 millions maximum pour les sénatoriales, encore un peu plus faible que les autres. 100 millions maximum pour les législatives et 10 milliards maximum pour la présidentielle au premier tour et 5 milliards au second tour. Donc 15 milliards, on va dire, en tout, pour ceux qui auront la chance de faire les deux tours, donc premier et second tour. Monsieur Moussavou, quel est votre avis sur ce plafonnement? Déjà qu'il n'existait pas auparavant, c'est une innovation. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, je vais commencer par saluer le caractère inédit. Vous l'avez dit, c'est une innovation. Lorsque, en tant que républicain, il y a quelque chose de nouveau, il faut toujours, en toute objectivité, savoir reconnaître ou saluer. Mais je vais surtout m'appesantir sur la caution qui est réservée à l'élection du président ou la présidentielle. 10 milliards. Voyez-vous, nous sommes dans un pays où l'hôpital est quasiment à terre. Nous sommes dans un pays où l'éducation est quasiment sous perfusion. Mais pour des questions politiques, on consacre autant d'argent. Je le dis pourquoi? Parce que ce plafonnement-là ouvre la porte à l'utilisation des ressources publiques, qu'ils soient financiers. Je pense qu'on a des commissions qui ont été créées afin de séparer justement l'utilisation des comptes publics. J'attends voir. De l'argent du public. Il y a ce qui est dit dans les textes, d'accord? Oui. Mais nous, ce que nous voulons, ou là où nous sommes plus regardants, c'est l'application. D'accord. Vous êtes sûr que ces commissions-là, je vais prendre un exemple simple. Si le président actuel se porte candidat, je parle là du président de la transition, ces commissions-là pourront véritablement avoir un pouvoir, constituer un contre-pouvoir, je n'en suis pas si sûr. Vous pensez qu'elles sont un juge arbitre, elles ne peuvent pas... Voilà. Ce plafonnement-là, à mon sens,
laisse la porte ouverte au pillage de la ressource publique et à l'usage des moyens techniques de nos administrations. Est-ce que c'est pas le contraire? C'est un peu trop élevé à mon sens. Si jamais Nous c'était, avons un collège si le but, électoral, M. Pavlov, était d'utiliser l'argent du contribuable, Très pourquoi bien. mettre à 10 milliards? Mais On vous aurait pu pensez mettre que- 1 milliard, Mais- on aurait pu mettre 1 milliard et ensuite prendre l'argent du contribuable pour compléter, sans que ce ne soit il vu et connu fallait, à de mon tous. sens. Écoutez, on peut annoncer 10 milliards, Oui. mais j'insiste ici sur les organismes de contrôle. D'accord. Qu'est-ce qui va réellement assurer le contrôle si, par exemple, le président de la transition se porte candidat? La question reste ouverte. D'accord. Monsieur D'accord. Jaurès, vous pouvez peut-être aider sur la réflexion tout à l'heure de Monsieur sûr. Moussavou. Sur le principe du plafonnement, moi Oui. je suis tout à fait d'accord. Cela vient déjà apporter une forme de moralisation de la vie publique, de la vie politique de notre pays. En comprenant Apporter qu'auparavant, donc- il n'y avait pas de plafonnement. Oui, voilà, auparavant, c'est- chacun... Mais c'est pourquoi j'ai c'est salué une très- le caractère inédit. J'ai Oui, oui. commencé Très par... bonne, très belle, reconnaître. très belle innovation. Cependant, j'émets quand même quelques réserves sur les mécanismes de contrôle qui seront donc utilisés pour atteindre ces objectifs-là. Lorsque nous savons que nous sommes dans un pays où l'utilisation des nouvelles technologies, de la digitalisation est encore difficile dans l'administration, comment appliquer, comment mettre en avant cette résolution sur l'ensemble du territoire pour vérifier en effet que l'ensemble des candidats respectent le cadre qui a été établi pour... Certains experts disent que ce ne sera pas pendant la campagne, mais c'est après la campagne Même qu'on si- pourra, avec des reçus, avec des preuves de paiement, avec tout un audit, fait, même si- déterminer si vous avez ou pas dépassé, et il y aura des sanctions selon que vous ayez dépassé ou pas. Même Même si une c'est- validation peut-être même de résultats électoraux, potentiellement. Même si c'est plusieurs mois après, aujourd'hui, je crois qu'on devrait donc être informé sur les mécanismes, les outils qui seront utilisés pour pouvoir veiller à cela. L'autre chose, c'est que nous devons également faire attention sur les montants proposés. Je vais rejoindre également son intervention de tout à l'heure. Nous sommes dans un pays où les maux sont nombreux au niveau de la population, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'emploi, en termes de sécurité, d'eau, d'électricité. Si nous sommes capables de dépenser de tels montants en période électorale, ça veut dire qu'en réalité, on peut investir dans ces domaines-là. Aujourd'hui, il faudrait faire attention aux montants que nous choisissons en période électorale, de sorte que les populations n'interprètent pas ça d'un mauvais regard. Quand je vous écoute, c'est comme si il faudrait qu'on puisse avoir des chiffres modérés parce que nous ne sommes pas forcément un pays prospère. Est-ce que le Gabon ne peut pas se permettre les chiffres qui sont annoncés dans le code électoral, monsieur? Mais que le Gabon Moussavou. commence Est-ce qu'on ne peut pas se d'abord... permettre ça? Que le Gabon commence d'abord par apporter des réponses concrètes aux problèmes que les populations rencontrent au Et quotidien. ça signifierait donc À ne pas partir du mettre d'argent moment dans les où élections? nous avons un État qui n'est pas capable de répondre ou d'apporter ne fût-ce que certains minima sociaux à nos populations, je ne peux que m'opposer à ce que nous puissions investir autant d'argent Qu'est-ce qu'il aurait sur fallu une faire alors? campagne. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Non, ce montant-là, il est trop élevé. Donc, Il aurait fallu combien? modérer les chiffres. Combien? Moi, j'aurais proposé, mais écoutez, nous sommes un petit pays du point de vue de la superficie. Nous avons un collège électoral qui avoisine les 800 000 électeurs. Encore que là, il va falloir l'épurer. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être fait, D'accord. mais il va falloir mettre ce fichier-là à jour. Nous n'avons pas besoin d'un candidat qui puisse investir autant d'argent pour une campagne présidentielle, alors que nous vivons dans un pays qui est gangréné, ou du moins qui est traversé de fond en comble par plusieurs manquements. Voilà, sur le plan social notamment, parce que moi, ce qui m'intéresse ici, c'est surtout le bien-être social des populations gabonaises. D'accord. Mais je vais encore ajouter quelque chose. Vous n'avez pas avancé de chiffres Nous jusque-là. ouvrons- Vous n'avez nous pas ouvrons avancé une une autre proposition porte. de chiffres. Nous la laissons ouverte. D'accord. La porte, c'est laquelle? C'est celle de la corruption électorale. Voyez-vous, nous vivons dans un pays où, dans l'imaginaire collectif, les élections sont semblables à un véritable banquet. Beaucoup de Gabonais attendent les élections, d'accord, politiques, pour manger un peu. Et voyez-vous, ceux qui ont de gros moyens sont ceux-là qui vont nourrir les populations et finalement les corrompre. C'est ce qui risque de se produire ici. Donc, il y Or, aura il va tellement falloir d'argent que nous puissions... Mais oui, il sera s'il y a inévitable de tellement corrompre les d'argent, gens. celui qui a de l'argent va forcément avoir le vote des Gabonais, ou du moins pourra se prévaloir d'avoir reçu le vote des Gabonais. Mais- Pourquoi? Parce que le contexte Oui, dans oui. lequel nous nous trouvons est favorable à toutes les formes de corruption Mais politique. M. Nguema, je me dis, Et si on pense électorale, comme bien ça signifierait qu'on imposerait donc à tout le monde d'avoir la même somme d'argent au départ de l'élection. Donc celui qui a ses entreprises, qui est nanti, même avant la politique, on va dire qu'il a donc un avantage par rapport à l'autre. Mais je pense que chacun vient avec ses moyens, il vient avec ses forces, il vient avec ses faiblesses. Pourquoi est-ce qu'on dirait
que voilà, la somme là c'est trop important. Le jeune député, par exemple, comme M. Nguema, qui a peut-être 2 millions dans le compte en banque, il ne peut pas se permettre d'affronter l'autre qui a 100 millions. Mais bien sûr. Bien sûr. Comment il fait? Mais c'est selon ce que chacun a. Il faudrait qu'on puisse aussi avoir la liberté de pouvoir s'exprimer selon ses moyens. Non, nous Qu'en pensez-vous, monsieur? de plafonnement ici. Oui, oui, mais... il va falloir réduire, tout simplement. C'est ce que nous proposons, ce que je propose. Ce que tu proposes, voilà. D'accord, ce que vous proposez. Monsieur Nguema, quel est votre avis là-dessus? À partir du moment où nous décidons tous de participer à un scrutin électoral, le principe d'égalité doit s'appliquer. Même si nous avons des profils différents, même si j'ai en face de moi un milliardaire, j'ai en face de moi un super homme d'affaires, j'ai en face de moi un salarié, j'ai en face de moi un étudiant, le principe d'égalité devrait pouvoir s'appliquer. Et c'est en cela que le plafonnement des dépenses en pleine campagne électorale trouve son sens. Donc il ne serait pas mal perçu, voilà, d'avoir... Sur le terrain, vous ne critiquerez pas. Ce sera toujours dans on va dire, le plafonnement qui a été fixé par le Code électoral. Si le plafonnement qui est fixé par le Code électoral nous donne un montant afin de pouvoir respecter ce mais que principe vous ne l'avez pas, d'égalité... C'est-à-dire, lui, il a 100 millions, il est dans le plafonnement, mais vous ne l'avez pas. Est-ce que ce serait toujours injuste? S'il a 100 millions et que j'ai en dessous de 100 millions, je sais au moins à l'intérieur de moi qu'il n'a pas il ne devrait pas dépasser 100 millions pendant la période électorale. À partir de ce moment, ce n'est pas une gêne pour moi. Donc les 10 milliards, M. Pavlov, c'est pareil pour la présidentielle. Si quelqu'un a 10 milliards, il est dans les 10 milliards. On ne peut pas dire qu'il y a un avantage qu'il aurait par rapport à quelqu'un d'autre. Très bien. Ce quelqu'un-là, c'est qui? On a des hommes d'affaires ici. Nous sommes au Gabon. Oui. D'accord? Je me base sur notre contexte. En dehors de celui qui a accès, d'accord, aux ressources publiques, ils sont combien aujourd'hui qui sont capables de réunir 10 milliards dans ce pays? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Voyez-vous, c'est pourquoi je propose, je ne suis pas contre le plafonnement, j'ai d'ailleurs salué cette idée-là, mais il faut rabaisser, il faut revoir cela à la baisse. C'est un peu trop important quand nous savons que le risque de détournement des deniers publics pour un usage politique est tellement élevé dans ce pays. D'accord. On va aborder un dernier point. Surtout que nous sommes dans un pays où la corruption est au centre des campagnes en période électorale, où peu de candidats mettent en avant leur programme politique, ils procèdent à des actions de corruption pendant la campagne électorale. Donc avoir de tels montants encouragerait donc ces derniers à procéder à de telles pratiques. Donc les revoir au rabais ne serait pas une mauvaise chose. D'accord. Vous pensez que les commissions qui sont actuellement mises en place par l'État pour pouvoir contrôler toutes ces choses ne sont pas efficaces ou ne pourraient pas être efficaces, M. Pavlov? Nous ne pouvons pas déjà dire. On parle de corruption déjà, avant même les élections, on parle de corruption déjà, on parle déjà de gabegie financière. C'est tellement évident. Vous savez, le problème, ce ne sont pas les commissions ou encore les organismes que nous créons, d'accord, ou qui existent même déjà dans ce pays. Le problème, ce sont les personnes que nous mettons à l'intérieur. Oui. Mais le problème du Gabon, d'accord, ou encore des Gabonais, est d'abord un problème mental. D'accord, un problème sur le plan moral. Est-ce que nous avons aujourd'hui des compatriotes qui ont une certaine élégance morale allant dans le sens où pouvant faire en sorte qu'ils puissent véritablement être des contre-pouvoirs si en face d'eux, ils ont par exemple ceux-là qui les ont portés à ces postes de responsabilité-là? Votre avis? Question. Oui, oui. On va terminer, il ne reste qu'une minute. Monsieur Jaurès, rapidement. Écoutez, je vais essayer de revenir très largement sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, en ce qui concerne les cautions électorales, il faudrait simplement procéder à la revue des montants. Je suis pour la caution électorale, mais elle ne devrait pas être discriminatoire. Et sur le plafonnement des dépenses en campagne électorale, pareil, il ne faudrait pas ouvrir la porte à la corruption. Il faut avoir le principe d'égalité, il faut maintenir le principe d'égalité tout en ne débordant pas sur certains montants afin de pouvoir fermer la porte aux actions de corruption. Je remarque qu'aucun de vous n'a parlé de ce qu'on voit dans certains pays, comme justement les appels de fonds, comme les levées, les campagnes fundraising, comme on dit en anglais, et que ce serait donc uniquement cet argent qui devrait être utilisé en campagne. Mais on est d'accord, donc ici au Gabon, en période électorale, c'est uniquement l'argent que vous auriez eu, par exemple, dans vos affaires ou dans vos différentes activités. Est-ce que, pour l'équité, on ne devrait pas justement avancer dans cette dimension où c'est uniquement l'argent des gens du parti ou des personnes de bonne volonté qui devraient être utilisées pour les campagnes? Vos derniers mots. Ben, écoutez, lorsqu'on poursuit un certain nombre d'objectifs... Pour une bonne équité. D'accord. Dans tous les domaines d'ailleurs, il va falloir se donner les moyens. Il faut mettre en place des stratégies.
Ce que vous évoquez là, ce sont des stratégies de mobilisation de fonds. D'accord? Et d'ailleurs, c'est une invite ici que je vais faire à tous les jeunes, notamment qui nourrissent le projet de se lancer en politique, parce que nous avons besoin de vivre un réel renouvellement du personnel politique dans ce pays, de s'ouvrir, d'aller mobiliser les fonds, que ce soit ici au Gabon ou ailleurs. Pourquoi? Ne mettons pas l'argent, ne plaçons pas l'argent comme étant une limite. Ayons d'abord un projet. Je crois que c'est Sarkozy qui le disait. C'est le projet qui appelle l'argent et non le contraire. Donc, mettons en place des stratégies de mobilisation de fonds pour pouvoir surmonter tous ces obstacles-là. Parce que je continue de dire que le plafonnement, les montants qui figurent aujourd'hui dans le nouveau code électoral constituent de véritables limites. Ils sont discriminatoires. D'accord. Nous sommes arrivés au terme. On aura l'occasion de pouvoir aborder ça en profondeur. De pouvoir aborder ces questions en profondeur après la promulgation du code électoral, la version définitive. Donc, merci à vous d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Sir Pavlov Moussavou, sociologue et vice-président du parti Identité Nationale. Porte-parole également. Porte-parole également du même parti. Avec vous, nous avions ici M. Jaurès Nguema Assoumou, ancien candidat, plus jeune d'ailleurs à l'époque, aux élections législatives. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Restez connectés sur les antennes de Gabon 24. À très bientôt. Au revoir.